J'ai le plaisir de présenter ce premier webinaire de la rentrée organisé par la Lyon School. Donc, ce webinaire a pour thème l'innovation et on va pouvoir discuter beaucoup entre nous. Alors, j'ai la chance d'avoir 8 orateurs spécialisés dans la chirurgie du genou. Jean-Marie Fayard, Michel Bonin, Sébastien Lustig, David Dejour, Philippe Néret, Roger Badet, Alban Pinaroli et Jérémy Cognot. Et ce webinaire va se dérouler de cette manière avec 30 minutes de communication. Donc, une première communication sur les ostéotomies et les guides sur mesure réalisés par Jean-Marie Fayard. Une deuxième communication sur les prothèses totales de genoux sur mesure réalisées par Michel Bonin. Et une troisième présentation sur les innovations et la prothèse totale de genou par Sébastien Lustig. Et on aura 1 heure environ de discussion. Donc, je vous invite vraiment à poser vos questions en utilisant l'item discussion publique que vous avez à gauche. Et n'hésitez pas à poser vos questions d'ailleurs pendant les présentations, ce qui nous permettra de les relever et d'en discuter ensuite. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec la présentation de Jean-Marie. Bonsoir à tous. Je vais vous parler des guides de coupe et les ostéotomies. L'ostéotomie est vraiment le traitement de choix de l'arthrose fémoro-tibiale interne du sujet jeune. Et si cette technique-là, cette chirurgie est tombée un peu en désuétude avec l'apparition des prothèses totales de genoux, il y a un vrai regain d'intérêt depuis une dizaine d'années pour cette intervention. Et en fait, si on regarde la littérature, on constate que sur les 10 dernières années, entre 2011 et 2021, il y a autant de publications qui ont été sorties sur PubMed qu'au cours des 40 années précédentes. Alors pourquoi ce regain d'intérêt? Probablement parce que les techniques se sont affinées grâce notamment aux industriels qui ont permis de diminuer le taux de complications péropératoires, notamment les fractures de charnière qui sont mieux gérées, et puis les suites opératoires qui se sont beaucoup simplifiées avec l'apparition de ces plaques verrouillées qui autorisent un appui précoce et simplifient les suites de nos patients. Néanmoins, il est clairement décrit que la qualité du résultat est dépendante de la qualité de la correction et une hypo ou une hypercorrection sont source de mauvais résultats. Et si on regarde cette revue de la littérature belge en 2016, on constate qu'il y a un nombre non négligeable, près d'un tiers des patients qui bénéficiaient d'une ostéotomie, qui sont hors de la cible désirée par le chirurgien. Et dans cette série, on ne s'adresse qu'à des déformations isolées dans le plan frontal et pas des chirurgies combinées ou des ostéotomies dans le plan sagittal. Alors, comment améliorer la précision? Dans les années 90 et 2000, on a connu l'avènement de la navigation qui avait un vrai intérêt dans ces ostéotomies en termes de navigation, en termes de qualité de résultat, pardon. Et l'équipe de Dominique Sarragaglia avait beaucoup travaillé là-dessus. Néanmoins, c'est une chirurgie qui a un coût non négligeable. L'accès n'est pas simple. Les industriels ne facilitaient pas l'accès pour la réalisation des ostéotomies à la navigation. Il y a une vraie learning curve avec une durée opératoire qui est quand même plus longue que pour les chirurgies classiques et des complications qui ont été décrites sur ces fiches de navigation avec des infections sur le site opératoire, des fractures ou des ossifications. Alors, l'autre moyen qui est en développement depuis une petite dizaine d'années, c'est ces guides de coupe sur mesure qui sont basés sur une double analyse, une analyse en 2 dimensions sur des grands axes en charge qu'on peut faire à la fois de face et de profil, qui permettent une analyse globale de la déformation, mais également une analyse des déformations osseuses fémorales et tibiales, mais également une deuxième planification qui est basée sur un scanner qui permet, avec des coupes réalisées au niveau de la hanche, du genou et de la cheville, qui permet d'affiner l'analyse du centre de la hanche, du genou et de la cheville, une analyse de la déformation, bien entendu frontale, mais également sagittale plus précise, et des différentes torsions. L'inconvénient du scanner, c'est que c'est une analyse en décharge et ça peut sous-estimer la déformation en charge. Alors, une fois que ces 2 examens ont été réalisés, comment ça se passe? Le chirurgien va
faire une première analyse sur sa goniométrie avec sa déformation, la déformation du patient globale, la déformation fémorale et tibiale dans le plan frontal et dans le plan sagittal, et proposer une cible à atteindre en post-opératoire. Ici, c'est un patient qui présentait une troisième rupture du LCA avec une pente tibiale excessive et un début d'arthrose fémorotibiale interne. Et on a choisi donc d'essayer de corriger la déformation frontale par une osteotomie de normocorrection et dans le même temps de corriger la pente tibiale qui était excessive. Une fois que l'industriel a reçu le bilan, il propose au chirurgien un dossier de préplanification avec une reconstruction osseuse permettant une analyse de la déformation fémorale et tibiale, à la fois dans le plan frontal et dans le plan sagittal, et ça permet donc d'affiner nos mesures qu'on a pu réaliser sur les radiographies en charge. Parallèlement à ça, l'industriel propose également la réalisation d'une ostéotomie virtuelle, et le chirurgien peut retourner ce dossier en validant ou non la hauteur de la coupe, l'orientation du trait de coupe ou le positionnement de la plaque. Ici, un cas plus complexe avec un patient qui avait une séquelle de fracture de la marge postérieure du plateau tibial médial, chez qui on a réalisé une ostéotomie de relèvement du plateau. Et donc, on a simulé le positionnement de la plaque, la réalisation du trait de scie. Et une fois que ce dossier, cette pré-planification est validée, le guide de coupe est donc réalisé et fourni au chirurgien lors de l'intervention. Alors, l'intérêt de ces guides de coupe, pour moi, c'est que ça m'a permis de pousser un petit peu la réflexion sur les déformations et donc sur la réalisation des ostéotomies, avec une analyse de la déformation frontale et sagittale à la fois en charge et en décharge, et une analyse des torsions, et une analyse plus fine également des différentes déformations osseuses, fémorales et tibiales, parce que je n'étais pas toujours satisfait de ce que me fournissaient les clichés radiographiques standards. L'autre intérêt, c'est que ça a un double intérêt, à la fois pour les chirurgiens, entre guillemets, novices, qui réalisent peu d'ostéotomie, mais aussi les chirurgiens experts, puisque ça permet d'anticiper, de planifier vraiment en amont l'ostéotomie et de sécuriser le geste, savoir exactement comment on va réaliser notre trait d'ostéotomie. Et puis, il y a ce petit artifice qui, quand même, peut changer la vie quand on réalise une ostéotomie, c'est la possibilité de placer cette broche qui va aller stabiliser la charnière pour réduire le risque, non pas de fracture de charnière, mais de fracture déplacée de la charnière qui peut vraiment complexifier le geste. Donc, ça sécurise le geste pour les chirurgiens qui ont peu l'habitude, mais aussi pour les chirurgiens experts, et ça ouvre la perspective de chirurgie plus complexe, des doubles ostéotomies, des ostéotomies des rotations, ou bien des chirurgies combinées, comme des chirurgies du LCA associées à une ostéotomie, ou, dans le cas présent, complètement à droite, la réalisation d'une greffe méniscale associée à une ostéotomie de valgisation. L'intérêt, c'est que ça améliore la précision. Dans l'étude qu'on avait fait avec notre équipe, on avait montré que, en comparant un groupe de patients qui avaient bénéficié de guide de coupe et un autre groupe qui avait eu une ostéotomie par une technique standard, la précision était clairement plus importante dans le groupe guide de coupe. Et c'est ce que retrouve globalement la littérature, avec une précision de l'ordre de 1 degré entre la correction obtenue et la correction planifiée. L'autre intérêt, c'est qu'on a un peu les avantages de la navigation sans les inconvénients, c'est-à-dire que on avait également retrouvé qu'il n'y avait pas d'augmentation du temps chirurgical entre les deux groupes, ni une augmentation du taux de complications, avec une absence de complications spécifiques liées à la réalisation des ostéotomies avec un guide de coupe. Et d'autres auteurs ont retrouvé exactement les mêmes constatations. Moi, ce qui me manque actuellement, c'est une analyse précise de la déformation en charge. Je suis globalement pas satisfait des goniométries en charge qui sont très clairement liées à la qualité de l'examen que va réaliser le radiologue. Ça, on a souvent besoin de nombreux allers-retours avant d'avoir un examen qui est bien fait. Donc, c'est du time consuming pour moi. Ces goniométries, elles sont liées à la rotation, la qualité de l'examen, elle est liée à la rotation du membre, au flexum qu'on peut avoir dans le genou,
qui vont biaiser notre mesure. L'autre chose qui me manque, c'est un vrai contrôle intraopératoire qui permettrait de sécuriser le geste, par exemple sur le risque de lésion vasculaires ou nerveuses, avec savoir exactement où est-ce que je vais aller arrêter mon trait de scie, et puis où est-ce que je vais aller faire ma charnière. Est-ce que je vais la faire loin et ça me manque. Et puis, il me manque aussi une analyse plus précise intraopératoire de l'orientation de mon trait dans le plan sagittal. Est-ce que je mets un peu plus de flexum dans ma coupe ou moins? Alors l'avenir, moi je pense que certains des orateurs de ce soir nous en parleront un peu plus précisément, mais je pense que l'avenir, c'est ce que nous montrent actuellement les chirurgiens de la prothèse, avec cette réalité augmentée où on pourra reproduire, superposer en tout cas en intraopératoire ce qu'on a souhaité lors de la planification, et on n'y est pas encore tout à fait avec ces guides de couple. Je vous remercie. Merci Jean-Marie pour cette présentation. Donc, on va passer tout de suite à la présentation de Michel Bonin sur la PTG sur mesure. Merci, bonsoir à tous. Alors, j'aimerais vous montrer ici quelques avantages de la prothèse de genou sur mesure. Alors, bien sûr, quand on parle de prothèse de genou sur mesure, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est l'intérêt dans la restauration de l'anatomie. Restaurer l'adéquation entre l'os et la prothèse, réduire les problèmes de taille, et puis améliorer la cinématique de la prothèse. Mais il y a beaucoup d'autres avantages à la customisation. Un des autres avantages, c'est la restauration de l'alignement. En effet, si on veut restaurer l'alignement constitutionnel, comme on a tous tendance à le faire maintenant, que ce soit dans le plan frontal ou dans le plan horizontal, eh bien, ça nécessite des prothèses sur mesure, ou tout au moins la prothèse sur mesure facilite énormément les choses. Et puis, il y a d'autres avantages qui sont un peu caché. Il y a l'avantage logistique, c'est-à-dire que le workflow dans l'hôpital et dans la salle d'opération est énormément simplifié, et ça facilite les considérations économiques, les contraintes économiques de l'hôpital. Ça améliore beaucoup l'éducation, ça facilite l'enseignement pour les chirurgiens, pour les internes et pour les instrumentistes. Et enfin, ça donne une meilleure confiance dans la chirurgie, ça donne une traçabilité et ça donne un confort parce que tout est prévu à l'avance. Alors, l'anatomie, on va pas disserter longtemps sur la variabilité de l'anatomie humaine qui a été bien mise en évidence dans la dernière décennie. On sait maintenant que le genou varie beaucoup en termes de dimension, mais également en termes de large ou étroit, en termes de trapézoïdicité, et puis il y a la forme de la trochlée qui est très variable. Et toutes ces variations sont statistiquement indépendantes les unes des autres. Ce qui fait que c'est rapidement un cauchemar pour un fabricant de prothèses de résoudre tous ces problèmes et d'adresser toute cette variabilité des dimensions. Et la conséquence, c'est que même si on utilise les implants des plus grosses compagnies mondiales, les plus modernes, les plus étudiés sur le plan anatomique, eh bien, on sait tous qu'au quotidien, on est toujours obligé de faire des compromis, parce que si l'on veut avoir une bonne adéquation médio-latérale, eh bien, on aura souvent une mauvaise couverture sur la partie antérodistale du fémur, on aura une mauvaise couverture au niveau de la trochlée, et on est obligé de faire des compromis en permanence. Et de nombreuses études ont montré qu'avec les implants classiques, finalement, c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a un autre paramètre qui est très important, c'est la reproduction des rayons de courbure fémoraux. Quand j'étais interne, j'étais fasciné par les discussions au sein des anatomistes, savoir si le genou humain était multiradius ou single radius. Mais la vérité, c'est que certains genoux sont multiradius et certains genoux sont single radius. Mais l'autre vérité, c'est qu'il y a des prothèses de genoux qui sont multiradius et d'autres prothèses qui sont single radius. Mais moi, en tant que chirurgien, j'utilise toujours la même prothèse. Alors, si je mets une prothèse single radius chez un patient single radius, ça va bien marcher. Mais si je la mets chez un patient multiradius, on risque d'avoir des problèmes, soit de raideur, soit d'instabilité à mi-flexion. Et tout cela, eh bien, on le découvre quand on fait des études anatomiques.
Le deuxième point important, c'est l'alignement. En effet, il est, à mon avis, impossible de séparer et de traiter séparément le problème de l'imagerie préopératoire, le problème de l'alignement et le problème du dessin des prothèses. Regardez sur ces images, lorsque l'on fait une planification préopératoire avec des radiographies standards, mais généralement, on analyse uniquement la déformation globale, qui est une combinaison de la déformation constitutionnelle et de la déformation liée à l'arthrose, l'usure osseuse, la laxité, la rotation, etc. Ce qui fait que quand on opère un patient, il est extrêmement difficile de savoir quelle est la meilleure cible. Est-ce que l'on doit garder 3 degrés de varus résiduel, 5 degrés, 10 degrés? Honnêtement, on ne le sait jamais quand on commence une intervention. Et puis l'autre point, c'est que maintenant que l'on a compris, tous les chirurgiens ont compris qu'il faut plus ou moins respecter l'anatomie native. Alors, on peut mettre différents noms là-dessus, mais prenons l'alignement cinématique. Eh bien, si on fait ça, ça veut dire qu'on est confronté à un nouveau problème. C'est-à-dire que les prothèses standards ne sont pas dessinées pour être positionnées dans des positions chaque fois différentes. En effet, si on fait ça, eh bien, il a été bien démontré que ça peut créer des problèmes de cinématique fémoro-patellaire et puis des problèmes de débord prothétique. Ce qui fait qu'il est très difficile d'avoir un alignement individualisé avec une prothèse qui elle-même n'est pas individualisée. Ce qui fait que la seule façon de résoudre ces 3 problèmes, c'est d'avoir une planification en 3 dimensions avec des implants sur mesure qui sont dessinés pour être mis dans l'alignement prévu. Alors, l'avantage de la planification sur scanner, c'est que ça permet d'analyser séparément le morphotype du fémur et du tibia. C'est-à-dire que ça permet d'intégrer et de comprendre quel était l'alignement natif de ces 2 os. Et ainsi, on peut, de manière assez simple, planifier une prothèse qui est prévue pour être dans le bon alignement, avec une adéquation os-prothèse adaptée, et on planifie alors l'orientation des coupes osseuses. Ce qui nous permet ensuite de faire la planification à partir d'une matrice de planification. C'est-à-dire que grâce au scanner, on a une matrice avec en abscisse l'axe fémoral, l'axe tibial. On définit une nouvelle safe zone qui est définie par une orientation des coupes osseuses de plus ou moins 3 degrés, une obliquité dans la prothèse de plus ou moins 2 degrés. Et au bout du compte, on veut être dans une fourchette entre 5 degrés de varus global et 3 degrés de valgus global, ce qui nous définit une safe zone assez précise. Et si le patient a un alignement, une morphologie native qui se situe dans la safe zone, on ne modifie pas l'alignement natif. Si le patient était en dehors de la safe zone, eh bien, on va le corriger pour le réintégrer dans la zone de sécurité. Alors, un autre avantage important de la prothèse sur mesure, c'est la logistique à l'hôpital. C'est-à-dire que une fois que l'implant est fabriqué et que les instruments sont fabriqués, tout est mis dans une boîte, stérilisé et livré à l'hôpital. Et adieu ces salles remplies d'ancillaires, remplies de stocks de prothèses, adieu la formation des infirmières instrumentistes à chaque fois pour des implants différents. Et on arrive dans la salle d'opération avec une boîte de taille réduite dans laquelle on a une instrumentation limitée et l'implant. Et ça facilite tout. Ça limite le stress dans l'opération, ça limite les coûts de stérilisation, ça limite le coût de personnel pour gérer tous les implants et tous les instruments. Et ça apporte de la sécurité parce que on n'a plus les risques de non-stérilisation de boîtes, les boîtes non stériles qui sont un vrai problème au quotidien. Et on n'a plus à former tout le personnel pour ça. Et l'éducation est également beaucoup plus facile. Pour les internes, c'est extrêmement simple de mettre une prothèse sur mesure parce que on a une roadmap initiale, c'est-à-dire que l'on sait exactement d'où on part, tout a été calculé à l'avance, on sait exactement comment on a aligné le patient, pourquoi on l'a aligné comme ça, et on peut justifier de notre choix avec des instruments dédiés, ce qui facilite énormément les choses. Et finalement, pendant l'intervention, tout est simplifié parce que on n'a plus besoin de se poser toutes les questions qui nous envahissent la tête quand on met une prothèse standard. C'est-à-dire qu'on n'a plus à réfléchir finalement
aux problèmes de taille, de mismatch entre le fémur et le tibia, de notching, la rotation fémorale externe, les niveaux de coupe, l'HKS, la pénétration de la tige centromédullaire fémorale. Tous ces problèmes, finalement, disparaissent. On n'a plus besoin de faire de ligament release. Et la seule question qu'on a à se poser, finalement, eh ben, c'est l'intervention elle-même et se focaliser sur le geste chirurgical lui-même. Donc, le workflow chirurgical est extrêmement simplifié, ce qui rend l'intervention beaucoup plus facile, finalement, pour les internes et les résidents ou les chirurgiens qui n'ont pas tellement l'habitude. Et un des derniers avantages de la prothèse sur mesure, c'est la traçabilité, la planification préopératoire et le fait de justifier d'un rationnel qui peut être extrêmement utile en cas de conflit juridique avec le patient. C'est-à-dire qu'on peut tout prouver, tout ce qui a été fait, pourquoi ça a été fait, pourquoi on avait des instruments qui étaient faits comme ça et pourquoi on avait choisi de faire ce type de correction. Vous voyez, ce patient, par exemple, qui a un varus important, mais qui a un varus essentiellement architectural. C'est-à-dire que sur la matrice de planification, on voit très bien que le patient se situe en dehors de la safe zone. Donc, il a été corrigé pour être réintroduit dans la safe zone tout en gardant son morphotype de base, c'est-à-dire son type de fémur et tibia, c'est-à-dire ici neutral. Voici chez un autre patient, vous voyez, qui a une déformation en valgus assez importante. Là encore, le patient a une déformation architecturale et arthrosique importante et il se situe en dehors de la safe zone. On l'a corrigé pour le réintroduire dans la safe zone tout en gardant son morphotype de base. Donc finalement, l'avantage de la prothèse sur mesure n'est pas que l'adéquation anatomique, mais c'est tout l'ensemble de la chaîne chirurgicale depuis la conception jusqu'à la fabrication et l'intervention Et réellement, je pense que la customisation sera l'avenir et ça n'entre pas en conflit avec les autres technologies. On demande souvent si ce qui est le mieux entre la prothèse sur mesure ou le robot. Mais c'est les deux. Et bien évidemment qu'un jour, on mettra que des prothèses sur mesure avec des robots qui permettront de gagner à la fois en fiabilité technique et en qualité d'implant. Et si vous voulez en savoir plus, eh bien vous pouvez lire les articles qu'on a publiés récemment sur le sujet. Je vous remercie de votre attention. Merci Michel. On va passer à la communication de Sébastien Lustig sur l'innovation plus en général dans la prothèse totale de genou et dont la robotique. Merci Guillaume, bonsoir à tous. Je vais essayer de faire en quelques diapos une vision de ce que pourrait être notre métier demain et ce qui me paraît important comme paramètre pour prendre un peu la suite de ce que Michel vient d'évoquer par rapport à la chirurgie prothétique et Jean-Marie par rapport à la chirurgie conservatrice. Alors, on est évidemment des techniciens et on aime bien opérer, mais moi, j'aime aussi beaucoup toutes les technologies additives et je vais essayer d'énumérer un peu ce qui est disponible aujourd'hui et ce qui sera peut-être disponible demain. Quelque chose qui est très important et on l'a un petit peu évoqué juste avant, c'est que si on veut améliorer ce qu'on fait, il faut être capable de l'évaluer. Et pendant longtemps, on est resté sur des niveaux de preuve assez faibles parce qu'on évaluait les résultats de ce qu'on faisait avec des outils qui étaient peut-être pas assez précis, pas assez exigeants et c'est peut-être ça qui nous a un petit peu limité. Aujourd'hui, on a des outils très précis qui nous permettent de savoir comment vont les patients un petit peu tout au long de leur récupération. Et c'est ce qu'on appelle le cercle vertueux un petit peu de tout ça, c'est que si on analyse ces échecs et qu'on a des données pour savoir pourquoi est-ce que on a échoué, ben on peut améliorer ce qu'on fait et à condition de faire une chirurgie précise. Et c'est ce que Michel soulignait, c'est faire une chirurgie adaptée à chaque patient et il faut la réaliser avec les bons outils pour qu'elle soit faite de façon fiable et pouvoir analyser si ça marche ou pas. Alors, il y a effectivement 3 phases, avant l'opération, pendant l'opération, après l'opération. Qu'est-ce qu'il y a d'un peu innovant, d'un peu sexy actuellement? Il y a la réalité virtuelle. Ça, c'est quelque chose qui est un outil qui est disponible, mais finalement qu'on n'utilise pas assez. Et en tout cas, en Europe, c'est pas disponible tant que ça. Et je trouve que c'est un outil pour éduquer et former nos jeunes que nos collègues industriels devraient utiliser davantage et mettre à disposition. Parce que avec les technologies de réalité virtuelle qu'on a aujourd'hui à disposition, eh ben les technologies qu'on vient de vous présenter ou d'autres comme la technologie robotique, on peut
l'apprendre et l'appréhender virtuellement avant d'avoir à l'essayer éventuellement au bloc opératoire. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on devrait utiliser davantage pour simuler ce qu'on fait. On a parlé d'évaluation préopératoire, ça c'est valable aussi bien pour l'ostéotomie que pour la prothèse de genou. Eh bien aujourd'hui, il y a des IRM dynamiques qui existent qui permettraient d'avoir une analyse de la cinématique du genou. Je pense que là, on a parlé d'analyse statique et le futur de demain, ça va être des analyses dynamiques pour savoir non seulement l'anatomie, mais également comment se comporte le genou et pour essayer de reproduire non seulement cette anatomie, mais la fonction et la cinématique. Et pour l'instant, on essaye de l'anticiper ou d'avoir une idée un peu vague, on va dire, mais on n'a pas encore ces outils, évidemment, à disposition au quotidien. Mais clairement, dans le futur, je pense qu'on s'appuiera là-dessus pour planifier et pas sur des radios ou des scanners statiques. Alors, chaque genou est unique, c'est ce que disaient Michel et Jean-Marie, mais il n'y a pas que l'anatomie, il n'y a pas que la radio ou le scanner, il y a aussi évidemment le mental du patient, d'où il vient, quelles sont ses exigences démographiques, comment est-ce qu'il va au moment de l'opération, et puis son profil un petit peu, on va dire, psychique. Tout ça rentre en ligne de mire, et donc il n'y a pas 3-4 phénotypes, il y a des centaines de phénotypes. C'est ça qui est difficile à anticiper, et c'est là où il y a des petits algorithmes un peu sympas qui commencent à sortir, comme celui-ci qui vient de nos amis à Ciné, et où en voyant le patient en consultation la première fois, il pourrait remplir quelques éléments sur un iPad et vous auriez immédiatement, juste en le voyant, la couleur qui vous dit si jamais on fait une opération sur lui, on a finalement une bonne chance qu'il ait un bon résultat, ou finalement il faut surtout pas l'opérer parce qu'il y a toutes les chances qu'il aille pas bien. Et ces modèles prédictifs, quelque part, vont être amenés à se développer à condition d'avoir des données. On en discutera un tout petit peu après. Mais en préopératoire, ça serait clairement très intéressant. Pendant l'intervention, alors là, il y a plein de choses, évidemment. On a parlé d'évaluer le genou, ou en tout cas l'articulation. On a besoin d'évaluer les ligaments. Aujourd'hui, on les évalue souvent manuellement. Et il y a des outils, ce qu'on appelle des technologies sensitives, des sensors, qui permettent d'enregistrer la charge, les forces à travers le genou, en statique, en dynamique. Pour l'instant, c'est des outils à disposition. On ne sait pas trop encore comment les donner, mais ils donnent en temps réel une information de comment le genou est équilibré. Ça, associé à un alignement personnalisé et à une prothèse personnalisée, on peut imaginer qu'on peut reproduire très précisément, de façon personnalisée, le genou. Jean-Marie a parlé de la réalité augmentée. C'est plus la réalité virtuelle, c'est de la réalité augmentée. Ça veut dire qu'on va projeter dans un environnement réel des éléments virtuels. Alors, il y a différentes techniques. Le problème, c'est qu'avec les outils actuels, on a l'air un peu, on va dire, bizarre, évidemment, mais tout ça évolue. Nous, on a essayé une des technologies actuelles. Bon, effectivement, ça fait un peu étonnant d'opérer avec ça. On s'y adapte assez bien, mais pour l'instant, ça donne encore des données rudimentaires. Et c'est intéressant, on va dire, sur le plan intellectuel, mais ça n'est pas encore au point. Et surtout pas au point d'améliorer les résultats. Mais quand même, effectivement, associé à d'autres technologies, ça devrait être très sympa. Et puis, il y a la robotique. Alors, je vais pas vous faire mon laïus habituel sur la robotique. J'ai mis qu'une seule diapo, mais clairement, les robots de demain ressembleront pas aux robots d'aujourd'hui. Hein, ils vont continuer à évoluer. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Michel. Ça va s'intégrer dans une compréhension personnalisée de ce qu'est le genou et de ce qu'est un implant. Et ça va nous permettre de faire de la chirurgie différemment. Après, il y a toute la question de savoir le robot, ou en tout cas la technologie, elle doit s'appuyer sur quel type de planification. Moi, je crois très fort à la planification préopératoire en 3 dimensions. Le scanner apporte des informations sur l'anatomie qu'on ne peut pas avoir en vision directe. Et les technologies qui utilisent uniquement du bone morphing, comme représenté ici, pour moi, elles sont limitées parce qu'on ne peut pas accéder à l'ensemble du genou. Et la beauté du planning scanner, en tout cas de l'imagerie 3D préop, c'est qu'on peut, en visualisant une partie limitée du genou, avoir une information globale sur l'anatomie et réfléchir et travailler là-dessus. Et c'est un outil que je trouve aujourd'hui assez indispensable pour de la chirurgie personnalisée. Alors après, ça fait des rayons, c'est vrai, et il y a d'autres choses qui évoluent. Hein, il y a les ultrasons et aujourd'hui, on voit des technologies qui permettent simplement, en passant un échographe sur le genou, d'avoir une reconstruction 3D comme ici du genou en temps réel. Alors là, le jour où ça va être au point, il n'y aura plus de scanner, on va simplement passer un coup d'échographe au bloc et on aura notre modèle 3D sans irradier le patient et sans nécessiter de le planifier à l'avance. Ça va apporter beaucoup de choses.
D'autres technologies existent déjà avec des champs électromagnétiques. Ça nécessite par contre de positionner en sous-cutané des petits éléments, mais ça donne une anatomie encore plus précise des éléments osseux. Ça, c'est de la technologie qui existe, mais qui n'est pas encore utilisée, on va dire, en pratique clinique. L'étape d'après, et ça existe, mais pareil, c'est encore en tant que prototype, c'est le scanner intraopératoire instantané. Vous ouvrez le genou et vous faites un coup de scanner et ça vous donne entièrement l'anatomie. Ça montre que l'anatomie visible, évidemment, mais ça vous permet d'avoir une cartographie précise du genou en instantané. Ça, c'est extrêmement intéressant et je pense que ça va se développer très rapidement pour apporter un plus sur nos planifications. Ça, c'était pour le pré-op. Il reste le post-op. Alors, le post-op, ça va être les implants intelligents. Il y a eu la semaine dernière à l'AOS présentation des premiers implants marqués FDA qui est donné un retour sur les contraintes ressenties au niveau de la prothèse de genou avec un très gros industriel qui a parlé là-dessus. Donc maintenant c'est plus seulement des prototypes, c'est quelque chose qui existe. Alors ça vaut sur la prothèse de genou, ça peut valoir aussi sur d'autres types d'implants qui on peut imaginer avoir ces informations en temps réel de comment se comporte le genou, mais cette fois-ci sur un patient avec une prothèse en place. Ça va être les implants intelligents. Il y a tout le problème de l'infection. Hein. Vous savez que c'est quelque chose auquel on est très sensible. Et il y a toujours en cours la course pour le premier industriel qui va trouver le traitement de surface qui va résister aux infections. Ça, ce sera également une avancée colossale. Le jour où on pourra dire à nos patients, maintenant, avec ces implants, il n'y a pas d'infection parce que les bactéries ne peuvent pas adhérer sur nos implants. On n'y est pas encore. Sur le thème de la fixation, la technologie 3D et l'impression 3D a fait beaucoup progresser avec des nouvelles structures et de surface pour faciliter la fixation sans ciment, et on voit un développement assez important des options de fixation sans utiliser du ciment, avec tout un tas de géométrie qui n'était pas possible avant avec les technologies classiques. Et puis ça va vers refaire de nouveau un petit clin d'œil sur le sur-mesure. Il y a le sur-mesure dans les dimensions, mais il y a aussi le sur-mesure sur le dessin. Et vous voyez les possibilités qui peuvent s'ouvrir sur des dessins, on va dire, peu conventionnels, moins conventionnels, peut-être pour obtenir des systèmes de fixation différents de ce qu'on connaît, peut-être en étant plus conservateur, avec au lieu d'utiliser une scie ou des impacteurs, et avec les robots, il y a des fraises, il y a d'autres choses qui permettront de réfléchir à d'autres types d'implants et de fixation. Dans le suivi, il y a évidemment les scores fonctionnels, mais il y a maintenant tout un tas de technologies qui permettent d'enregistrer la proprioception, la réaction, on va dire, de l'ensemble du corps aux mises en contrainte. Et ça existe, c'est quelque chose qu'on utilise pour la rééducation des patients et qui permet d'avoir des informations précises de comment est-ce qu'ils progressent. Bien entendu, aujourd'hui, on va bien plus loin avec ce qu'on appelle les remote monitoring devices, c'est-à-dire les montres connectées, les capteurs qu'on peut poser qui permettent aux patients, en étant chez eux, d'aller de donner en continu et en temps réel des informations sur comment se comporte leur articulation, comment est-ce qu'ils se comportent eux de façon dynamique, et tout ça nous permet, au lieu de les voir dans le service puis à 2 mois, de savoir au quotidien comment est-ce qu'ils progressent. Et si on se rappelle du cercle vertueux que je vous ai montré au début, ça nous permettrait d'avoir des infos plus précises pour améliorer nos pratiques. Et puis, on va vers la médecine digitale avec tous ces tableaux. Il y a tout un tas de systèmes qui sont disponibles en France. Il y a notamment DigiCare qui a beaucoup poussé sur ce type de solutions et qui apporte des informations intéressantes pour savoir comment évoluent nos patients en post-opératoire. C'est l'évolution vers la médecine digitale et vers le big data. Le big data, ce petit iceberg, vous le connaissez, vous avez déjà vu cette image 100 fois, ce qu'on sait, et le reste, c'est ce que va nous apprendre justement ces données pour essayer d'améliorer ce qu'on peut proposer aux patients et d'aller vers finalement une médecine plus analytique, plus prescriptive grâce à l'intelligence artificielle qui, à partir de ce patient X, va permettre de dire la solution idéale, c'est celle-là, un peu comme Waze. Et puis ensuite, vous avez votre outil intelligent, votre robot, ce que vous voulez au milieu, qui vous permettra de le réaliser de façon précise. Alors, ce sera ma dernière diapo. Vous voyez qu'il y a encore plein de choses avant, pendant et après la chirurgie pour améliorer ce qu'on fait. Et je pense on peut être convaincu ou pas, mais en tout cas, c'est en marche. Et parmi toutes ces options, je suis certain qu'il y en a une ou plusieurs qui vont vous intéresser. Je vous remercie. Merci Sébastien.
Alors, avant d'ouvrir vraiment la table ronde, je voulais vous poser un petit peu une question à tout le monde, à l'ensemble des participants, pour avoir un petit peu une enquête de pratique. Est-ce que vous planifiez en préopératoire une chirurgie de prothèse totale de genou? Vous pouvez répondre au sondage. Réponse A, non. En fait, vous basez sur le opératoire avec les ancillaires, ou une planification sur radio de type 2D ou planification 3D. Voilà, je laisse répondre. Voilà. Peut-être commencer à poser la question à David. Toi, David, qu'est-ce que tu fais en pratique pour planifier une prothèse totale de genou? Eh bien, moi, en pratique, j'utilise la radiographie, donc c'est une planification 2D, face, profil en appui monopodal, vue axiale des rotules évidemment, où sont mesurées pente tibiale, sont mesurés l'index patellaire, sont quantifiés les degrés d'usure des différents compartiments du genou, et puis j'utilise une goniométrie, une radiographie longs axes, qui va me permettre de calculer l'axe fémoral mécanique, l'axe tibial mécanique et puis la déformation globale. C'est une goniométrie en charge évidemment. Et à partir de ces éléments, eh bien, je vais faire la planification avec un ancillaire mécanique, puisque je n'utilise que des ancillaires mécaniques qui me permettront de définir à peu près le suivi de ma chirurgie. Est-ce que tu planifies le... Ah pardon, vas-y. Non. Ensuite, la composante qui me semble être vraiment fondamentale dans la prothèse de genou, c'est l'équilibrage ligamentaire qui va se définir en péropératoire, évidemment, avec soit des tenseurs, soit des spacers, et à chaque étape, la mesure des coupes est effectuée, et il faut toujours qu'il y ait une correspondance entre ce qu'on a planifié, l'ancillaire qu'on utilise et ce qu'on a fait. Ok, merci. Et Philippe Néret, est-ce que vous demandez, est-ce que vous planifiez la taille de la prothèse sur vos radios, votre planification? Bon, voilà, alors moi je planifie pas la taille parce que je me suis rendu compte qu'on se trompait extrêmement souvent. D'ailleurs, à ce sujet, je serais intéressé de savoir tous ceux qui anticipent la taille par des implants sur mesure et ce type de choses, combien de fois il y a d'erreurs possibles. Parce que j'ai l'impression qu'au cours de l'intervention, peut-être parce que on n'utilise pas de robot, c'est assez difficile d'avoir exactement la taille qui a été anticipée, et je ne sais pas le pourcentage actuel d'erreur qu'il y a, mais je pense qu'elle n'est pas négligeable si on fait la taille. Donc la taille, je perds pas mon temps à le faire avant l'opération. Il n'y a que si je crains d'avoir une taille trop petite pour les patients qui sont en dessous de 1,50 m, ou alors à ce moment-là, j'utilise les calques pour savoir si j'ai besoin de commander une taille spéciale. Voilà. Sébastien, toi qui planifies en 3D, tu as des erreurs entre la planification de la taille notamment et l'opératoire? Non, l'adéquation sur le fémur, j'ai pas eu à changer la taille. Et au niveau du tibia, on peut toujours décider. C'est beaucoup plus simple parce que de visu, on peut toujours décider de changer éventuellement, et la contrainte est moins importante. Mais au niveau du fémur, la taille correspond systématiquement. Michel, est-ce que toi, dans la prothèse sur mesure, tu as eu des problèmes de taille qui n'étaient pas adéquates finalement, et comment tu résous ce problème puisque tu pars avec peu d'instruments, une seule prothèse, si je comprends bien? Comment tu fais? Ben ça, c'est une bonne question. En fait, le travail qu'on a fait sur la prothèse sur mesure, il a commencé il y a 10 ans. Hein, et on a essayé beaucoup de technologies, beaucoup d'options. Et je dois dire qu'au début, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes surtout dans la conception des implants. Parce que pour nous, quand on voit une radio, un scanner, ou quand on ouvre un genou, il est évident, la différence entre l'os et l'ostéophyte est très difficile, est très facile. Quand on a un scanner
qui est analysé par des industriels. Le scanner est converti dans un logiciel industriel de type SolidWorks ou autre, qui lisse absolument tout. Et les ingénieurs qui n'ont pas l'habitude ne font plus la différence entre l'os normal et l'ostéophyte. Et notre problème au début, c'est que les ingénieurs, les techniciens qui concevaient la prothèse sur mesure, ils la concevaient pour être adaptés sur les ostéophytes. Donc, il a fallu passer beaucoup de temps pour leur apprendre à lire des scanners, à lire des radios et à comprendre la différence entre l'ostéophyte et l'os natif. Alors, effectivement, dans les premières séries, on a eu pas mal de surdimensionnement, c'est paradoxal, hein, de surdimensionnement. Maintenant, ce problème a disparu. Et je dois dire que maintenant, nos problèmes, c'est le contraire de ce que disait Sébastien, c'est-à-dire que sur le fémur, en fait, il n'y a jamais de problème, puisqu'on reproduit complètement la convexité. Donc, on reproduit le fémur de manière native. Et après, quand on fait une adaptation du fait des ligaments, on fait parfois des recoupes tibiales. Or, le tibia diminue très vite de taille. Donc, si on recoupe beaucoup, on se retrouve avec un tibia beaucoup plus petit. Et en fait, on a résolu le problème en planifiant une prothèse qui est un tout petit peu sous-dimensionnée par rapport à la coupe standard tibiale. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on veut garder, on est juste à l'intérieur du contour cortical. On veut pas être complètement à l'aplomb des corticales, ce qui fait que si on recoupe de 2 mm pour s'adapter au ligament, ben finalement, il n'y a pas de problème. Alors moi, j'ai une question, puisque à Sébastien, à toi, Michel, puisque vous dites que finalement, l'adéquation avec le fémur est parfaite et n'est pas trop soumis à variation. Quels sont vos repères? Quelle est votre planification? Va être d'être flush avec l'os cortical et les coupes, ou d'être légèrement sous-dimensionné, comme Michel vient de le dire pour la partie tibiale? Ah ben sur le fémur, c'est pareil. Hein. Nous, on demande aux ingénieurs de garder 1 mm de découverture latérale. Voilà. Ouais. Non, pareil, hein, on reste sur les mêmes concepts, c'est-à-dire que sur tout ce qui est métallique, il faut surtout pas de débord. Et par contre, sur la rotule, on essaye d'être le plus couvrant possible. Exactement. Oui, mais sur la paix, si vous avez besoin d'équilibrer quelque chose sur le plan de la laxité, d'avoir un peu plus d'espace en flexion ou autre, comment vous jouez? Avec la prothèse sur mesure, on ne triche jamais sur la paix, par définition, puisqu'on reproduit complètement la convexité. L'idée est de reproduire la convexité fémorale telle qu'elle était native. En termes mais de si le genou était raide avant, Michel, comment tu fais? Si le genou est raide, ça c'est une bonne remarque. Dans ce cas-là, je demande à l'ingénieur de planifier une surcoupe fémorale distale de 1 voire 2 mm si j'avais une raideur importante. Et ça m'arrive pas très souvent. Et l'adaptation en pratique, on l'a fait dans 95% des cas sur le tibia. Alors après, la définition de la laxité optimale, le truc c'est qu'elle n'est pas la même pour tout le monde. C'est-à-dire que peut-être que nous on est tous de la même école, donc on a probablement tendance à tous serrer les genoux un peu de la même manière. Mais certains chirurgiens aiment des genoux très serrés par rapport à nous. Et donc, alors moi, je recoupe assez souvent sur le tibia. Certains chirurgiens recoupent jamais, quoi. Alors, désolé, Michel, mais j'ai encore une question pour toi qui vient de la discussion publique. C'est est-ce que c'est pas paradoxal de remettre un patient qui a une déformation un petit peu particulière, singulière, dans une safe zone? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal de finalement ne pas restituer toute son anatomie? C'est un paradoxe scientifique, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas exactement quelles sont les limites. On sait que la survie de la prothèse, l'usure d'une prothèse, c'est quelque chose de multifactoriel. Bon, on sait que c'est pas aussi simple que penser en termes de varus résiduels. Bon, mais néanmoins, laisser une prothèse avec 10 degrés de varus, c'est quelque chose que je ne ferai pas. Alors peut-être qu'à l'avenir, on va comprendre un petit peu mieux quelles sont les limites, mais pour l'instant, nous, on a défini des limites un petit peu en fonction du bon sens, finalement. C'est-à-dire que on sait qu'en gros, entre 5 degrés de varus et 3 degrés de valgus, on n'a pas de gros problème si on reproduit l'anatomie native. Maintenant, est-ce qu'on peut s'autoriser à garder 8 degrés de varus ou 10 degrés de varus? Honnêtement, j'en sais rien. C'est l'avenir qui nous le dira. Personnellement, j'aimerais pas avoir un de mes patients avec 10 degrés de varus résiduel. C'est la raison pour laquelle on a défini une safe zone. Mais cette safe zone, peut-être qu'elle évoluera à l'avenir en fonction des connaissances qu'on a.
Alban, comment un des problèmes, c'est que dans la littérature, toutes les connaissances qu'on a sur l'alignement correct, plus ou moins 3 degrés, etc., c'est totalement non scientifique, puisque toutes les études sont basées sur des radios, et sur les radios, on met dans le même sac 5 degrés de varus préopératoire constitutionnel et 5 degrés de varus d'usure. Donc, on ne fait pas la différence entre les deux dans la littérature. Donc, on a des informations extrêmement parcellaires et biaisées. Alban, tu planifies comment tes prothèses? Écoute, j'ai essayé pas mal de technologies un peu différentes depuis pas mal d'années. On peut en rediscuter un petit peu, mais dans la pratique la plus courante, j'utilise un ancillaire mécanique classique. Je fais une planification préopératoire radiologique comme disait David et comme disait Monsieur Néret. Je réfléchis évidemment à la consultation sur quel type avec les paramètres cliniques qu'on a, est-ce qu'il va falloir surcouper en distal fémoral, plutôt plus au niveau du tibia, gérer une flexion limitée, gérer la voie d'abord, interne, externe, en fonction de la cinématique rotulienne notamment, de l'équilibrage ligamentaire préop, de la déformation. Donc c'est multifactoriel. Et après, ce qui me semble intéressant, c'est que toutes ces évolutions qui vont continuer à progresser, elles sont pas unilatérales. C'est comme disait Sébastien, je pense que ce qui sera intéressant, c'est d'avoir une optimisation de l'alignement, de la coupe avec un robot éventuellement, d'une prothèse sur mesure, etc. Ce qui me paraît difficile à gérer actuellement avec les guides de coupe sur mesure et les prothèses sur mesure, c'est d'anticiper une éventuelle mid-flexion laxity. Et c'est ce qui m'ennuie un peu en ce moment. Et que probablement la robotique avec une vraie planification de l'équilibrage ligamentaire instantanément sur tout le range of motion, c'est probablement intéressant. Donc c'est multifactoriel la réponse. Mais pour l'instant, en pratique courante, je fais avec un ancillaire mécanique la plupart du temps, ouais. Ok, je vous propose d'avancer un petit peu sur le contrôle péropératoire. Comment contrôlez-vous votre prothèse totale de genou en péropératoire? Roger, comment tu contrôles, toi? Que tu as bien positionné ta prothèse? Alors, moi j'utilise, je suis passé par 2 phases où je suis revenu à l'utilisation des ancillaires mécaniques après avoir utilisé beaucoup la navigation chirurgicale. Pas pour des raisons de précision, mais uniquement pour des raisons de disponibilité, de facilité d'utilisation au bloc opératoire du matériel. Donc, en fait, la navigation m'apportait un certain nombre de choses qui étaient assez faciles à gérer quand j'étais dans la conception des choses. Et puis, dès que je suis passé dans l'utilisateur au jour le jour, c'était beaucoup plus compliqué. Et donc, du coup, je me suis dit que j'allais réserver ces techniques quand j'en ai réellement besoin. Donc, dans l'immense majorité des cas, je gère mon problème avec un ancillaire et je le fais visuellement. C'est-à-dire que je n'utilise pas d'autres systèmes comme la scopie, la navigation, la robotique ou la réalité augmentée. Dans des cas un peu particuliers où il est plus difficile pour moi d'utiliser l'ancillaire, soit parce que c'est lié à des conditions anatomiques particulières, pour des problèmes de cathétérisme de fût ou pour des problèmes de grosses déformations ou pour des déformations extra-articulaires qui sont plus difficilement gérables, j'ai encore recours au système de navigation. Et en fait, j'utilise 2 systèmes, les systèmes de navigation et éventuellement les PSI, tout en sachant que j'ai quand même plus, j'ai un penchant plus marqué pour la navigation qui manifestement a des propensions de précision beaucoup plus importante, je pense, que les PSI. Ok, Sébastien, tu as évoqué les sensors. Est-ce que parmi vous, il y en a qui les ont utilisés? Et qu'est-ce que vraiment on peut retirer de ces sensors en péropératoire? Seb, toi, tu en as utilisé?
Le problème des sensors, c'est que ça va te donner une asymétrie de répartition des charges, quoi. Donc, tu vas savoir si tu es équilibré ou pas. Mais il y a quand même pas mal de… L'utilisation, elle paraît pas si consistante, si tu veux, entre les différents chirurgiens. Et aujourd'hui, c'est une technologie qui nécessite, si tu veux, de continuer à progresser. Mais je pense que c'est très intéressant d'avoir des implants qui permettent de te dire que ta prothèse est bien équilibrée ou pas en extension, mais aussi sur toutes les amplitudes articulaires. Parce que quand tu arrives à 90 degrés de flexion, savoir si tu es bien équilibré ou pas, c'est pas toujours simple une fois que la rotule est remise en place. Donc, je crois à ces technologies pour nous améliorer dans la réalisation de ce qu'on fait. Mais ce qu'on a aujourd'hui à disposition, ça fonctionne. Mais on voit quand même que ceux qui en ont beaucoup d'expérience sont pas d'accord entre eux et trouvent que les données qui sont finalement disponibles actuellement sont encore, peuvent être encore améliorées. Donc c'est une technologie prometteuse, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut rester à l'écoute, mais je suis pas sûr que ça justifie de l'utiliser au quotidien. Jérémy, comment tu contrôles en opératoire? En péropératoire, j'utilise comme guide de coupe des accéléromètres. Donc c'est encore une technologie un peu différente. Ce que je lui reproche surtout à cette technologie, c'est que on n'a pas de contrôle HKA. C'est un peu ce que j'ai trouvé de plus accessible venant d'une école de navigation. Le reste se fait surtout en contrôle visuel et en testing, effectivement, dans les mains, en extension et surtout toute le range of motion du genou, avec la difficulté, comme vient de le dire Sébastien, une fois qu'on a réduit l'appareil extenseur, de savoir si en flexion à 90 on est bien. Donc malheureusement pas plus d'outils. Très intéressé par ces sensors, mais pour l'instant on cumule des datas et pour autant on ne sait pas exactement comment les utiliser. Donc on reste à l'écoute des gens qui l'utilisent bien et on lit ce qui va être publié dessus. Tes accéléromètres, tu les as trouvés plus précis que ton ancillaire conventionnel ou pareil? Pareil, et une fois de plus, ça reste un outil comme la navigation et comme un GPS, c'est quand même toi qui le calibres à chaque fois que tu l'utilises, et donc si tu le calibres mal, et ben lui il te donne une réponse stupide parce qu'il réfléchit pas, et donc ça m'est arrivé d'avoir mal palpé par exemple mes malléoles, et donc quand il te trace ton trait pour ta coupe tibiale, et bien là il y a un truc qui va pas du tout, quoi. Donc à reprendre depuis le début, il faut un vrai sens critique. Je pense que les écoles avec navigation ou robot nous ont énormément appris quand on était en formation pour bien comprendre au-delà même de la mécanique. Donc je reviens sur ce qui est de la formation, et je pense que c'est une étape essentielle dans la formation des jeunes de passer à un moment donné de voir de l'analyse avec robot ou avec navigation pour vraiment comprendre ce qui se passe sur tout le range of motion du genou. Et sur les accéléromètres, non, franchement ça apporte pas grand-chose par rapport à l'ancillaire mécanique. C'est simplement que j'y ai accès facilement et que ça fonctionne bien, mais pas mieux. Roger, tu peux préciser ce qui t'a fait abandonner quand même dans ta pratique, la navigation, dans ta pratique courante? Est-ce que tu le réserves pour des cas vraiment particuliers? Tu faisais beaucoup de navigation avant? Oui, alors, bon, quand même, moi, je reste persuadé que le futur, et on le voit quand même à travers tout un tas de développements à l'heure actuelle qui, finalement, en réalité augmentée, en lunettes, en tout ce que vous voulez, c'est finalement des systèmes de navigation améliorés, mais qui vont manifestement encore s'améliorer avec le temps. Moi, j'ai toujours dit un peu que la navigation, à un moment donné, elle a campé 25 mètres sous le sommet, quoi. C'est-à-dire que il y avait des problèmes d'accessibilité à tout le monde. Souvent, ça se faisait avec un matériel qui était assez volumineux au bloc et pas très pratique à utiliser. On manquait beaucoup, en tout cas pour les gens qui n'étaient pas concepteurs, dans le cadre de l'utilisation courante de ce matériel, de facilité d'utilisation. Et c'est ça qui m'a amené à un moment donné à constater que malgré la précision que ça apportait, et dans l'immense majorité des cas, on n'en avait peut-être pas autant besoin on n'en avait pas besoin au jour le jour. Voilà, en gros, c'était un peu l'idée. Et puis, du coup, moi, j'ai réservé l'utilisation de ces techniques parce que c'était moins facile à utiliser à des choses un peu particulières et où j'étais sûr que j'avais une vraie valeur ajoutée au système. En plus, bon, vous vous rappelez que même pendant toute une période, il y avait un vrai problème de modèle économique. On ne savait pas qui devait financer ces systèmes, si c'était
les chirurgiens qui étaient utilisateurs, si c'était les sociétés qui fournissaient du matériel, si c'était la clinique dans laquelle vous travaillez. Donc, ça posait quand même pas mal de problèmes. Alors, moi, je reste quand même persuadé, pour finir ça, que dans l'avenir, on va nécessairement aller vers des systèmes qui vont coupler probablement la navigation et la robotique. Et je crois vraiment qu'il y a des évolutions qui sont en train de se faire et qui font que on va aller vers l'optimisation de ces matériels qui, de toute façon, enfin, franchement, je crois qu'un chirurgien qui veut bien faire, il est toujours demandeur d'un outil qui lui permet de mieux faire et de pouvoir vérifier ses gestes au moment où il les fait. Qui était quand même un des aspects positifs de la navigation. Donc, je crois qu'à un moment donné, on va nécessairement aller vers ça, quoi. Est-ce que tu ne crois pas, Roger, que le temps que ça prenait en plus par rapport à, tu vois, Michel qui présente une technologie qui lui fait gagner du temps. Est-ce que c'est pas ça qui a été aussi finalement, parce qu'on n'est pas très patient nous quand même. Voilà. Alors évidemment, tu as raison, Sébastien, mais l'idée est que le temps perdu, le temps perdu, en fait, était éminemment lié aussi à la façon dont les systèmes étaient développés. Et que justement aujourd'hui, on va vers des systèmes qui font gagner du temps. Alors évidemment, ça parlait à tout le monde, hein, puisque après c'est assez facile. Moi, j'avais fait des communications là-dessus, à la fois de convaincre le personnel qui est autour de vous, les institutions qui vous reçoivent, que si vous gagnez du temps, finalement, bah, c'est un peu d'argent gagné et que du coup c'est facile, ou c'est en tout cas c'est plus facile de demander le financement des trucs. Ça, c'est sûr que le temps est un élément essentiel, hein. Oui, bon. Il y aura peut-être pas du tout de consensus dans l'avenir, en fait, mais peut-être que l'avenir, justement, c'est d'avoir des big data et on aura une programmation préopératoire avec des scores cliniques, l'âge du patient, son activité professionnelle, etc., son poids, la déformation dans le plan frontal, la mobilité préop, et que ces big data vont nous dire, eh ben, pour un tel, il faut faire une charnière par voie externe. Pour un tel, un genou assez simple, un ancillaire classique peut suffire. Pour un tel, ce sera un alignement cinématique avec une prothèse sur mesure. Moi, je vois peut-être plus l'avenir comme ça. Alors, ça nécessitera d'avoir une souplesse dans l'utilisation des implants, une souplesse aussi de la part des laboratoires, et je pense que c'est peut-être ça l'avenir. Mais on n'échappera pas au big data parce que ce sera avant tout pour avoir un bon résultat fonctionnel chez le patient. Moi, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Alban. Ce qui est frappant actuellement dans la pratique chirurgicale, c'est la variabilité liée à l'opérateur. Regardez, on fait tous différemment, on a tous des philosophies différentes. On fait, en fonction du chirurgien, on fait un alignement mécanique, cinématique, etc. On prend des prothèses, on les fait tourner ou pas, on met des prothèses mobiles ou pas mobiles, on met des prothèses... Enfin, c'est quand même incroyable qu'à notre époque, on n'ait pas de standardisation. Quand on prend l'avion pour aller à New York, le pilote, il n'a pas 36 options. Et nous, on est vraiment, on choisit la technique qu'on veut, l'implant qu'on veut, on le met comme on veut, on évalue le patient comme on veut. Et clairement, il faudra introduire de la standardisation. Et la standardisation, ça va passer par le big data et par la robotique. Oui, Roger. Oui, alors complètement d'accord, mais en fait, il faut quand même aussi... oui, et à 300% pour dire on manque d'informations, et toutes les informations qu'on peut avoir, il faut qu'on puisse les avoir dans l'aide à la décision. Moi, je crois quand même que, et c'est ça qui fait un petit peu l'intérêt de notre métier, c'est que celui qui décide, ça reste quand même nous, et que il faut faire attention... alors évidemment, c'est un débat qui est éternel, mais enfin, je veux dire, il faut faire attention à pas faire des chirurgiens des ouvriers spécialisés, quoi. C'est-à-dire que moi, je pense que autant on doit à un moment donné avoir un certain nombre de données qui nous permettent du mieux possible d'envisager le traitement des gens, autant il faut qu'on garde à un moment aussi, pour des raisons qui sont liées à toute une partie d'examen clinique, toute une partie de discussion avec notre patient qui ne pourront pas être gérées par les big data, la décision de ce qu'on va faire et du matériel qu'on va mettre. Parce que tout le monde a bien conscience
que il y a à peu près autant de formes différentes et de discussions avec les gens et de faire que de patients qu'on va opérer, quoi. Donc, bien sûr qu'il faut arriver à standardiser à partir des éléments objectifs, mais il va rester quand même à un moment donné notre possibilité de décision par rapport à notre enseignement, à la façon dont on a appris les choses. J'aurais faire une toute petite remarque sur d'abord l'avion. Hein, bien sûr, on peut toujours le même pilote, mais quand on va travailler le matin à la clinique, chacun a une voiture différente. L'idée, c'est dans la marge plus 3 degrés, moins 3 degrés. Les Chinois, ils ont fait beaucoup d'études sur les éléments finis maintenant. Ils ont montré que sur cet espace-là, il y a 86% de marge d'erreur quant aux transmissions des charges qu'on peut avoir à travers le genou. C'est-à-dire que c'est extrêmement important si on décide de mettre 0, plus 3 ou moins 3. C'est beaucoup plus important qu'on pourrait le penser. Et en même temps que l'alignement dans le plan frontal, il y a la pente tibiale qui peut varier entre 0 et 3 degrés de façon aussi considérable pour changer les choses et beaucoup moins la rotation dans les implants. Ça, c'est le premier point que je crois important pour essayer de fixer le cap de ce qu'on veut faire. Et après, une fois qu'on sait ça, si on se met dans la tête que de changer de 1 degré, c'est beaucoup plus conséquent que ce qu'on peut croire, eh bien, à ce moment-là, il faut effectivement avoir des outils très précis comme peut-être la robotique. Mais ce que j'ai trouvé qu'on n'avait pas assez évoqué, c'était la cible à atteindre. Et dans cette cible à atteindre, il ne faut pas croire que de mettre le tibia en varus soit anodin. Toutes les études, elles montrent en ce moment, notamment celle de Kuroda, que vous avez vu dans le journal 2020 de l'ESCA, que si on laisse du varus résiduel, ce varus va s'aggraver sur les 10 ans qui suivent. Et que des fois, même si on le laisse à 0 degré, on peut avoir du varus qui apparaît. Donc les implants, c'est pas quelque chose de statique où ça bouge pas du tout. Ça continue de bouger et c'est pas tout à fait si simple que ça. Alors bien sûr, on peut introduire des nouveaux polyéthylènes et tout ça qui permettent de compenser en partie les choses, mais pas totalement. Et notamment si le sujet a une longue espérance de vie, comme le disait exactement Alban, si on lui laisse du varus résiduel, son poids va aussi être très important. Donc ou son niveau d'activité. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent et c'est multifactoriel. Donc c'est pour ça que je pense que moi de laisser du varus résiduel sur le tibia, c'est ouvrir la boîte de Pandore parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on fait. Moi je suis bien d'accord et c'est la raison pour laquelle avec la prothèse sur mesure, on coupe pas plus de 3 degrés de varus sur le tibia ou sur le fémur. C'est pour ça qu'on a gardé ces limites. Oui, Roger. Oui, juste un petit truc, c'est de dire à l'évidence que, comme le disait Philippe, et puis on voit bien dans la discussion qu'on a, on n'est pas absolument certain à l'heure actuelle des cibles qu'on souhaite avoir. Hein. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème, on a un double problème en fait quand on fait la chirurgie, c'est la cible à atteindre, c'est-à-dire là où on veut aller. Et là, c'est là où probablement les big data vont pouvoir nous aider beaucoup sur la définition de la cible. Et puis, on a un deuxième problème, c'est comment arriver à aller sur la cible qu'on a décidé de viser. Et c'est là aussi où, évidemment, tout le matériel qu'on est en train de développer, que ce soit la robotique ou que ce soit la navigation, ou des formes intermédiaires, ou des formes que j'appellerais hybrides, peuvent ensuite nous permettre de mieux atteindre la cible qu'on a définie. Donc, on a deux voies, en fait, de travail importantes. C'est, la définition de la cible, et deux, comment y arriver, comment atteindre cette cible le plus souvent possible pour être le plus fiable. Ouais, bon. Je rejoins beaucoup Philippe Néret sur cette remarque de cible, parce qu'on a probablement tous eu des cas de patients, par exemple, sur des dames un peu âgées qui avaient des génuvalgomes, et si on les met à 0 en post-op, en fait, on charge un plateau tibial interne qui avait jamais travaillé et qui est complètement mou. Et on risque d'avoir un décèlement ou un enfoncement à ce niveau-là. C'est quelque chose qui est difficile à appréhender par des examens en préopératoire. Ça semble complètement du bon sens, en tout cas. Mais peut-être que dans les big data, sans aller aussi loin que les big data nous disent il faut faire comme ça, comme l'évoquait Roger, peut-être que les big data vont nous dire au moins ne pas faire ça.
ne pas aller à 0 ou en varus sur une patiente dans ce cas-là, par exemple. J'ai une question. Vas-y, David. J'ai une question. Là, on parle beaucoup de la mise en place des objectifs fémur, tibia. Mais sincèrement, ce qui fait, à mon avis, la différence, ça va être les tensions ligamentaires et l'équilibrage ligamentaire. Alors, il y a différents systèmes et Sébastien en a bien parlé d'une façon un peu large et panoramique. Quels sont vous, enfin toi Sébastien qui connais vraiment bien toute cette partie-là, est-ce qu'il y a des systèmes pour toi qui sont vraiment à l'heure actuelle utilisables en péropératoire pour évaluer cette tension ligamentaire à tous les angles de flexion? Et une question, et la même question à peu près pour Michel qui utilise donc un implant fait sur mesure et qui quelque part, si je t'entends bien Michel, tu dis bah finalement on n'a même pas besoin de s'occuper des ligaments tellement la prothèse est adaptée à l'anatomie du patient. Et ça c'est pour moi un peu à controverse, en tout cas pour toi Michel. Sébastien, dis-nous s'il y a des systèmes que tu penses vraiment performants dans ce domaine-là. Alors, deux éléments. Des systèmes performants aujourd'hui, le tenseur idéal, je pense pas qu'il existe. Je suis d'accord avec toi. Il y a des tenseurs qui existent qui permettent d'avoir une information en extension et à 90 degrés de flexion. Mais, et tu as tout à fait raison, ce qui est intéressant, c'est sur l'ensemble des amplitudes articulaires. Et là, c'est plus compliqué parce que soit il faut faire une pré-coupe tibiale et ensuite il faut un tenseur mais qui a un retour sur la force qu'on va appliquer et qui en même temps enregistre que les tensions des ligaments, donc la force qui est en retour. Donc évidemment, il y a pas mal d'industriels qui travaillent là-dessus, mais ça a quand même un certain nombre de contraintes puisqu'il faut que ça puisse s'adapter à la forme du fémur et pas que en extension ou en flexion. Donc c'est compliqué. Sinon, on a des systèmes plus classiques, mais qui vont te donner une information qui va être effectivement variable selon comment on l'utilise et donc qui va donner quelque chose qui va être moins, on va dire, moins utile. Néanmoins, pour faire une planification scanner, on doit dire individualisée et ensuite enregistrer les tensions ligamentaires et adapter ma planification avant de faire mes coupes, je change dans 100% des cas. Ça veut dire que si je m'appuyais que sur une planification du scanner, eh ben, je ne serais pas équilibré idéalement dans 100% des cas. C'est pour ça que le côté sur-mesure statique, je pense, peut être encore amélioré avec une façon d'analyser les ligaments. Et c'est pour ça que je mentionnais les IRM dynamiques, enfin d'autres choses qui permettraient de le faire avant l'opération. Ce serait idéal plutôt que pendant l'opération où on perd du temps et où on a tous un peu une façon peut-être différente de faire. Mais je pense que s'appuyer que sur l'os, à mon avis, ça reste encore imparfait, de mon point de vue. Michel ? Oui, écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que l'hypothèse de base, le concept de base de la sur-mesure, que ce soit sur l'implant et sur l'alignement, c'est de dire que la plupart des problèmes ligamentaires qu'on rencontre dans une prothèse de genou sont des problèmes iatrogènes, sont liés au fait qu'on fait une coupe tibiale asymétrique, qu'on crée des problèmes de rotation parce qu'on ne reproduit pas l'anatomie native. Bon. Donc, le concept et l'hypothèse de base, c'est si on reproduit l'anatomie, bah finalement, on gomme la plupart des difficultés ligamentaires qu'on a pendant une intervention. Et globalement, c'est vrai. Et c'est vrai que quand tu passes de l'alignement mécanique à l'alignement cinématique, eh ben, tu t'affranchis d'un grand nombre de problèmes ligamentaires, etc. Bon, maintenant, je peux pas dire que ça marche dans 100% des cas, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont eu des lésions ligamentaires liées à l'arthrose. Mais finalement, pas tant que ça. Et la distension ligamentaire, elle est pas si souvent importante que ça. Et on opère tous des patients, par exemple, qui ont des gros varus, avec un aspect de translation, de laxité externe. Quand tu commences même avec une prothèse standard, tu dis, ouh là là, je vais avoir un gros problème de laxité, puis finalement, t'en as pas tant que ça, parce que la laxité que tu vois sur une radio, c'est une combinaison entre la rotation, la translation, etc. Et finalement, quand on reproduit l'anatomie, on n'en a pas tant que ça.
Alors maintenant, avec la prothèse sur mesure, on adapte, on s'adapte à la tension ligamentaire, puisque dans la technique de base, on refait très souvent la première coupe tibiale, c'est une pré-coupe à partir de laquelle on s'adapte. Et pour justement s'affranchir des problèmes de mid-stance instability, de problèmes comme ça que soulignait Alban tout à l'heure, eh bien, les tests, on fait pas ça avec un spacer à 90 degrés en extension, mais avec une prothèse d'essai qui permet d'aligner, de juger la tension ligamentaire sur toute la flexion-extension. Alors bien sûr, c'est des outils probablement encore un peu archaïques, et je suis sûr que la techno à l'avenir nous aidera à quantifier les laxités optimales et nous aider à définir pour un patient donné quelle est la laxité optimale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si ça ne résout pas 100% des problèmes, bien évidemment, le fait de résoudre le péché originel de la prothèse de genou, qui est de ne pas reproduire l'anatomie, ça règle beaucoup de problèmes, beaucoup de problèmes. Et honnêtement, moi, des releases ligamentaires, j'en fais pratiquement jamais, quoi. Ou alors dans les génivalgomes, j'en fais beaucoup dans les génivalgomes, parce que j'ai peur de la tension sur le tenseur du fascia lata, donc je désinsère souvent sur le Gerdi, mais autrement, je fais très peu de release. Il y a une question, Michel, tu en faisais plus sur les techniques conventionnelles? C'est-à-dire que j'avais évolué progressivement, c'est-à-dire que moi j'avais appris comme toi à faire des releases, beaucoup dans les génivarum, et puis après petit à petit j'ai compris qu'il fallait couper un peu en varus dans un génivarum, et donc ce qui avait diminué énormément. Après je mettais un peu de la rotation externe dans la pièce fémorale, ce qui fait que petit à petit, même avec une prothèse standard, je faisais très peu de release, mais j'en faisais de temps en temps. Mais tu vois, je crois que c'est une progression générale, c'est-à-dire que plus on cherche à reproduire l'anatomie native, eh ben, plus on s'affranchit des problèmes ligamentaires. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant que j'ai compris ça, que je fais de plus en plus de prothèses conservant le ligament croisé postérieur, parce que je pense que c'est l'aboutissement, c'est-à-dire que la conservation du ligament croisé postérieur, à mon avis, ça arrivait trop tôt dans les idées. C'est-à-dire, on a voulu conserver le croisé postérieur à une période où on mettait les gens en alignement mécanique. Ça pouvait pas marcher. Maintenant qu'on a compris qu'il faut reproduire l'alignement et l'anatomie native, eh ben, probablement qu'on est plus mûr pour garder le ligament croisé postérieur dans certains cas. Est-ce que je peux faire une remarque, s'il vous plaît, entre la communication de Jean-Marie et celle de Michel? Quand on veut utiliser du matériel sur mesure, c'est vrai que c'est des fois compliqué au genou dans une prothèse parce qu'il y a les problèmes comme l'a souligné David, de balance ligamentaire et tout ça. Mais c'est pas le cas au tibia quand on veut faire une ostéotomie, puisque on veut anticiper une correction et on veut faire cette correction. Là, on modifie pas la correction au cours de l'opération, c'est-à-dire que, je veux dire par là, on change pas l'objectif au cours de l'opération. La target, il n'y a rien à changer. Donc, ce que je voulais demander à Jean-Marie, en fait, c'est pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas une fois qu'il a le scanner, il n'utilise pas des plaques sur mesure avec des vis sur mesure qui sont orientées sur mesure et finalement, ça fait gagner beaucoup de temps, c'est assez pratique. Et plutôt que d'avoir des lunettes virtuelles pour éviter les problèmes de correction, le scanner, il permet très bien de donner la longueur de la lame qu'on peut introduire dans l'ostéotomie de manière à prévenir tous ces types de problèmes. Donc, on peut corriger dans les différents plans, mais je veux dire, la plaque sur mesure avec les vis sur mesure, c'est l'étape suivante. Nous, c'est ce qu'on a développé. Alors, moi, dans ma pratique, ce qui me pose vraiment un problème, c'est la visualisation en 3D de la forme de l'os quand je vais réaliser mon ostéotomie. Où est-ce que je vais garder ma charnière et quelle longueur de charnière je vais avoir à quel endroit? Tu peux l'anticiper, ça. Je veux dire, sur le scanner 3D, ça te donne exactement où tu veux que ta charnière soit. Ouais, il faut qu'elle soit 10 mm au moins en regard du plateau tibial externe et il y a une zone qui est recommandée pour que le trait d'ostéotomie passe dedans. Je suis entièrement d'accord, mais en opératoire, c'est difficile à quantifier. Et le guide de coupe se positionne pas toujours idéalement sur le tibia. Et c'est difficile de savoir exactement où est-ce qu'on va aller arrêter notre trait de scie. Voilà, je suis d'accord, c'est pas simple, mais maintenant, c'est possible d'avoir des guides de coupe qui s'appliquent parfaitement sur la forme du tibia. Après, je vois pas en quoi l'utilisation d'une plaque sur mesure
Je vais te dire, c'est les mêmes avantages que tu as dit Michel Bonin, c'est-à-dire qu'avant, et c'est pour ça que c'est un peu le mariage des deux techniques, c'est-à-dire que là, on a tout l'avantage du sur-mesure, on te donne un truc unique, tu n'as pas de boîte de vis ou des vis dans des tas de trucs, tu as exactement les vis que tu vas mettre, elles sont orientées exactement comme tu veux. Si tu fais par exemple un LCA plus ostéotomie, tu ne vas jamais perforer le tunnel tibial puisque ça les met exactement où tu veux les mettre, et ainsi de suite, et tu gagnes du temps. Vous voulez parler du positionnement des vis sur de la plaque pendant l'ostéotomie? Oui, c'est la plaque qui est entièrement sur mesure. Et la plaque et les vis, tout. Parce que moi, j'ai eu des problèmes. Au début, sur la technique que j'utilisais, on positionnait les vis selon la planification proximale et distale. Et j'ai eu des problèmes d'adaptation puisque les guides de coupe qui fournissaient, c'était des guides en deux parties avec qui bougeaient un petit peu au cours de l'intervention. Et j'ai eu des corrections qui n'étaient pas exactement ce que j'avais planifié initialement, avec des trous de vis qui s'adaptaient pas exactement dans la plaque à la fin de l'intervention. Ben, si tu veux, je t'en reparlerai puis je te montrerai les. Bien volontiers. Roger, tu avais un commentaire? Non, c'est pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Marie. Je crois que le système qu'on a utilisé, enfin que Jean-Marie a utilisé bien avant moi et que j'ai utilisé après, il est quand même perfectible, c'est une certitude, parce que très honnêtement, moi j'ai des anomalies malgré une technique bien, respectée. J'ai des problèmes de charnière et j'ai aussi des problèmes de correction à la fin. Donc je pense, comme le dit Philippe, que ces guides, en théorie, devraient nous permettre, et là, il a complètement raison, hein, par l'orientation, 2, par l'utilisation d'une lame dont on connaît la longueur, 3, par le positionnement des vis, à la fois d'être précis sur le degré d'ouverture et le résultat final, mais aussi sur la position exacte de la charnière et la position des vis. En pratique, c'est pas tout à fait juste, quoi. Et Roger, est-ce que c'est pas dû à une planification à la fois sur une Pangono en charge et à la fois sur un scanner qui est en décharge? Est-ce que c'est pas le fait de mixer ces deux choses-là qui... C'est évidemment multifactoriel. Je pense qu'il y a l'imagerie qu'on utilise, et évidemment que quand à un moment donné on veut avoir et anticiper un résultat en charge, il faudrait pouvoir avoir une imagerie qui soit adaptée, ce qui n'est pour l'instant pas le cas. Après 2, je pense qu'il y a réellement des problèmes, mais bon, on va pas discuter trop technique, mais de la réalisation des guides eux-mêmes qui font qu'on n'est pas toujours très précis sur la façon dont on va ensuite les positionner au niveau de l'os. Et puis 3, je pense que quand même quelque part le matériau utilisé, en l'occurrence ces matériaux plastiques, se déforment un peu au moment où on les met et on n'obtient pas même lorsque la planification était bonne le résultat escompté. Oui, parce que c'est mon analyse des choses. Je suis pas sûr d'avoir. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour utiliser assez régulièrement maintenant ces systèmes, pour les utiliser, pour les essayer, je suis pas tout à fait entre guillemets content ni de l'effet sur la charnière, ni de l'effet sur le résultat final de l'axe que je souhaiterais avoir. Justement, le contrôle péropératoire d'une ostéotomie, et ce sera la dernière petite question. Est-ce que vous le réalisez de manière visuelle ou vous faites une fluoroscopie péropératoire, vous naviguez, vous avez d'autres moyens, puisque finalement, la technique classique va utiliser une fluoroscopie et un axe. Les guides PSI permettent pas forcément de contrôler en péropératoire. On peut faire une radiographie, une fluoroscopie péropératoire, mais il est difficile de faire une correction après avoir utilisé ces guides. Non, Jean-Marie, c'est difficile de modifier ce que tu es en train de faire avec ton guide sur mesure si finalement tu n'atteins pas la cible que tu souhaites. On passe quand on n'est pas content de ce qu'on a fait, on peut passer sur une technique mécanique. Mais moi, depuis qu'on a fait l'étude, on a comparé les deux techniques là sur les 50 premiers cas où on a clairement vu que on diminuait le nombre d'outliers. Je fais confiance uniquement au contrôle visuel. Je fais plus de contrôle intraopératoire. Et j'ai plus de
d'erreurs de contrôle complètement aberrants. La précision, j'ai encore des outliers parce qu'on a quand même plus de 10% de gens qui sont en dehors de la cible, ce qui n'est pas négligeable. Et donc c'est là que je pense que il faut avancer. Mais ce que m'apportait le contrôle péropératoire n'était pas satisfaisant. Ouais, Michel. Ouais, moi, je suis 100% d'accord avec toi, Jean-Marie. C'est-à-dire que le contrôle péropératoire avec la fluoroscopie, tu peux mettre la barre exactement comme tu veux en bougeant la rotation. Et tu fais comme ça t'arrange pour faire la radio comme ça t'arrange. C'est une fausse sécurité et je pense qu'on a plus de risques de se planter en reprenant, en modifiant une ostéotomie parce que sur la fluoroscopie, on a l'impression que là, c'est pas bon. Moi, je ne retouche jamais une ostéotomie non plus. Je fais la fermeture, parce que moi je fais des fermetures, je fais la fermeture comme elle a été calculée, et après j'y touche plus, je contrôle, mais surtout pour vérifier qu'il n'y a pas de vis dans l'articulation, etc. Mais le contrôle de l'axe en fluoroscopie, on le sait tous, enfin, je veux dire, en faisant tourner plus ou moins le membre, on modifie la position de l'axe sur le genou. Et donc c'est une fausse sécurité à mon avis. Ouais, Sébastien. Une petite astuce qui est toute simple, c'est de champer les deux jambes dans le champ. Moi, je fais ça systématiquement pour mon ostéotomie et du coup, je contrôle visuellement et on voit. Je suis d'accord avec Michel, la barre métallique, on en fait ce qu'on veut. Alors que si visuellement on est bien, on va quand même éviter les erreurs, on va dire marquées. Alors que moi, j'ai déjà vu des erreurs marquées malgré une radio avec le fluoroscopie péropératoire où la barre passait où il fallait. Hein. Alban. Ouais, petite remarque, une question à Jean-Marie, et c'était le sens de ma question dans la discussion publique au début, c'est que tes outliers, ils sont sur les gonios à 6 mois post-op. Donc on ne sait pas si… À consolidation. Ouais, c'est ça. Donc on ne sait pas si c'est un problème de fiabilité technique ou si c'est un problème de tassement dans la consolidation à cause de la charnière ou quoi que ce soit. Donc tu es rude avec toi-même. Peut-être que tu as une précision pér-op qui est nickel. Mais c'est dur à savoir. C'est effectivement, il y a un biais là-dedans. Au jour d'aujourd'hui, je peux pas dire mieux. Ouais. Alors, on a pas mal discuté, hein, puisqu'on est arrivé au bout du webinaire. Donc, je vais vous laisser à chacun un petit mot de la fin pour finalement donner de manière assez courte, hein, Roger, quelle est ta vision du futur? Quelle est votre vision du futur? Vas-y, Roger, tu commences, mais t'as que 2 minutes. Hein. Même pas 2 minutes. Moi, j'ai été amené à pas mal discuter ça puisque je suis tombé dans le pot de la navigation quand j'étais tout petit, hein, en étant interne. Et moi, j'ai toujours dit, et je défendrai jusqu'au bout cette notion que la chirurgie d'aujourd'hui, c'est pas la chirurgie de demain. C'est-à-dire que nos enfants n'opéreront pas comme nous on opérait et ainsi de suite. Donc moi, je crois beaucoup à l'évolution des choses et je crois que de toute façon, on peut tous être les uns et les autres formés de façon différente, mais on ne pourra pas contourner l'évolution technique des choses. Je crois beaucoup au big data, effectivement, pour nous donner une meilleure vision de la cible et je crois beaucoup à l'évolution technologique pour pouvoir atteindre plus souvent la cible qu'on s'est fixée. Jérémy? Moi, je pense beaucoup au mouvement pour la préparation et l'analyse avant chirurgie, parce qu'aujourd'hui, on n'est que sur du statique, sur du 2D, on arrive un peu au 3D, puis il nous manque la 4e dimension, c'est d'être en charge en dynamique. Donc ça, j'attends vraiment beaucoup les évolutions avec ça. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est élastométrie. Aujourd'hui, par exemple, on voit bien sur nos outils de KT1000 ou autres, par exemple sur les chirurgies du croisé dont on n'a pas parlé, qu'on a même des variations interindividuelles qui sont majeures. Et je pense que la tension et les laxités physiologiques des patients sont des points essentiels dans les chirurgies conservatrices et peut-être aussi même sur des genoux dégénératifs. On parlait des tensions ligamentaires et des balances ligamentaires, mais on ne sait même pas comment se comportent ces ligaments en dynamique. Et aujourd'hui, on a peu d'informations là-dessus, donc je crois en la 4D et en l'élastométrie. Alban? Moi, je crois beaucoup au big data, hein, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, qui iront peut-être pas jusqu'à dire qu'il faut absolument faire ça, mais au moins on aura des red flags. Et ça nous évitera d'avoir à prendre en charge parfois des gens pour lesquels il y a eu n'importe quoi qui a été fait, quoi. Donc ce sera déjà pas mal. Philippe Néret?
Ouais, ben moi, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de technologies qui sont sur la ligne de départ et on ne sait pas bien laquelle va aboutir. Je crois beaucoup à la notion d'équilibrage ligamentaire et je trouve que cet équilibrage, il est ligamentaire, il est essentiel parce que quand on dit qu'on laisse du varus résiduel, c'est pas toujours dans l'os qu'il est, malheureusement. Des fois, il y a des laxités qui sont excessives ou d'autres choses de cette nature. C'est pour ça que, pour l'instant, je pense que toutes ces technologies doivent être étudiées bien précisément, mais je suis pas sûr que dans notre pratique quotidienne, elles s'appliquent définitivement. Alors voilà, c'est un peu ça. Donc, il faut continuer à regarder ça avec beaucoup d'attention, avoir un œil critique et peut-être qu'il y aura une technologie disruptive qui va venir tout chambouler. David? Eh bien, moi, j'ai les yeux grands ouverts devant toutes ces technologies qui sont réellement fascinantes, en tout cas pour les dernières. Là où je suis intéressé, c'est sur l'évaluation ligamentaire et l'équilibrage ligamentaire, car pour faire beaucoup de chirurgie ligamentaire, je n'oublie pas les ligaments et la morphologie de l'implant, la morphologie du fémur et du tibia sont pour moi moins une priorité. Je dis pas qu'elles sont pas une priorité, mais elles sont moins une priorité. Sébastien? On a tous été d'accord pour discuter une chirurgie plus personnalisée, qu'elle soit sur le versant osseux ou ligamentaire. Et après, on a discuté les outils à notre disposition aujourd'hui et puis ceux qu'on aura, on l'espère, demain. Et je pense, je suis d'accord, on a passé 1h30 qui est passée très vite parce que c'est des sujets sur lesquels on est tous à l'écoute et j'étais ravi d'écouter tout ça ce soir. Michel? Moi, je pense qu'on a une chance absolument gigantesque de vivre à notre époque, une époque à laquelle il y a beaucoup de dogmes qui tombent et une époque à laquelle il y a une explosion de la technologie qui ouvre le champ des possibles. Donc là, c'est absolument fabuleux. Mais paradoxalement, ce qui est assez amusant, c'est que nous tous, qui sommes tous des chirurgiens à gros volume, issus de la même école, au bout du compte, on est tous d'accord et on privilégie tous la chirurgie intuitive, c'est-à-dire qu'on se base quand même beaucoup sur notre œil, nos sens et notre cerveau et notre expérience. Et c'est tout le paradoxe. Et je pense que la chirurgie, la tech actuellement, un des problèmes de la tech, un des problèmes de la robotique, c'est que c'est une des technologies monosensorielles. Alors que nous, notre façon de faire, notre façon d'aborder la chirurgie, c'est multisensoriel. Quand on coupe un os, on utilise bien sûr notre vue, mais on utilise aussi nos sensations de vibration, on utilise notre ouïe, on utilise beaucoup de sens. Et actuellement, il n'y a aucun logiciel, il n'y a aucun robot qui arrive à intégrer tous les sens qu'on utilise pour faire une prothèse. Et pour moi, l'avenir, ça sera la robotique multisensorielle. C'est-à-dire qu'il faut des robots qui utilisent plusieurs sens, plusieurs types d'informations. Vous voyez, on parle de quelle est la technologie disruptive? Est-ce qu'il faut utiliser cette technique ou cette technique? Mais moi, à mon avis, l'avenir, ça sera l'utilisation de plusieurs technologies dans un truc. C'est-à-dire qu'il faut que le robot, il ait un œil, un capteur sensoriel, des capteurs haptiques, etc. Et c'est comme ça qu'on arrivera à reproduire le fonctionnement humain et la qualité du geste humain, qui est un geste artisanal finalement. Jean-Marie? Bon, je vais dire un peu comme tout le monde, mais je crois que le digital aujourd'hui, ça nous ouvre des perspectives incroyables, puisqu'au final, c'est que ce soit la robotique, le sur-mesure, la reconstruction 3D ou le big data, c'est l'ère du digital. Néanmoins, il faut pas oublier un truc, et chacun des orateurs ce soir a cette culture-là de savoir critiquer ce qu'on fait et pas partir dans de mauvaises directions. Et moi, je dirais juste un mot, c'est un de nos anciens présidents qui disait que c'est pas parce qu'il y a une technique qui marche qu'il faut en inventer une qui marche pas, et je pense que c'est valable pour la technologie. Merci Jean-Marie. Merci à tous les orateurs, hein. C'était vraiment passionnant. Merci à tous les participants. On était une centaine, plus d'une centaine ce soir. Et moi, je voulais parler du futur proche, hein. Le prochain webinaire sur la patella, ce sera le mercredi 24 novembre. Donc, vous pouvez déjà noter cette date et vous recevrez l'invitation. Merci à tous.